Pour parler de cette erreur médicale, si erreur médicale il y a, nous accueillons maintenant Sabine et Nadine. Dans cette affaire, il y a un drame, celui d'Hélène. Ce sont ses deux filles, Sabine et Nadine, qui la représentent aujourd'hui. Hélène devait subir une intervention bénigne, une arthroscopie. Résultat, elle est dans un fauteuil roulant. Je suis quelqu'un de vivant, mais je suis dans tout le corps, je suis morte. Nous aurons en ligne le chirurgien pour obtenir des explications. Je veux pas de la démarche, je veux un mot d'excuse. Écoutez-moi, je l'ai pas peut-être exprimé comme ça en disant je m'excuse. L'affaire est délicate, pour sans aucun doute, elle commence tout de suite. Bonsoir à toutes les deux, soyez les bienvenus sur le plateau de Sans aucun doute où vous représentez évidemment votre maman puisque c'est elle qui a été victime de cette terrible erreur médicale, si erreur médicale il y a. Nous allons y revenir dans quelques instants. Qu'attendez-vous aujourd'hui de l'émission Sans aucun doute? Bon, en premier lieu, qu'elles puissent être indemnisées et que l'hôpital reconnaisse leur faute parce que moi à ce jour c'est pas fait. Donc, ça s'est passé il y a combien de temps? Ça s'est passé, la première opération a eu lieu en juin 2000. Et pour vous, je suppose qu'au quotidien, psychologiquement, de l'avoir dans cet état, ça doit être une épreuve aussi à surmonter. Bah, c'est pas facile, non? C'est pas facile, ça fait beaucoup de mal, effectivement, oui. Bah, c'est vrai, quand vous arrivez dans un endroit et qu'on vous dit faut vous attendre au pire, parce que peut-être qu'aujourd'hui, peut-être que demain, il n'y aura plus personne, alors que vous savez qu'on rentre quand même pour une épaule, on vous dit peut-être que demain vous n'avez plus de mère. Pour que nos téléspectateurs comprennent bien le reportage qui arrive, docteur Courteau, c'est quoi l'arthroscopie? Oui, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette dame avait mal à l'épaule, si vous voulez. Donc on lui propose une intervention uniquement au niveau de l'épaule, ce qu'on appelle l'arthroscopie, donc pour regarder, puisqu'il y avait un problème de coiffe, je crois, donc pour regarder. Et en fin de compte, avec simplement un document écrit, c'est-à-dire que ce chirurgien écrit à cette dame, avec des termes médicaux que je comprends à peine, si vous voulez, elle va être opérée non pas de l'épaule, mais de la colonne cervicale, sans qu'on lui dise ce qu'on allait lui faire et surtout les risques éventuels. C'est-à-dire que d'habitude, on explique au moins un petit peu la technique opératoire. Là, rien n'est expliqué. Cette dame rentre pour une douleur à l'épaule. On ne sait même pas, d'ailleurs, il n'y a même pas d'examen clinique. Donc on ne sait même pas ce qu'elle avait réellement, si vous voulez. Et elle ressort sur un fauteuil roulant. Alors, je crois qu'elle est en ligne. Bonsoir Hélène, Julien Courbet à l'appareil. Bonjour Julien. Je suis avec vos deux filles et votre époux. Avant de voir le reportage qui va nous raconter la mésaventure que vous avez subie, j'aimerais que l'on revienne sur la douleur qui a été la vôtre, car c'est très rare, docteur, Maître Michel me le faisait remarquer, de se retrouver avec un pression de Loris de 6,5 sur une échelle de 7. Vous avez donc énormément souffert? Oh oui, et je souffre même aujourd'hui, vous savez. On essaye de sourire quand il y a les enfants. Il y a des moments où je me dis peut-être il fallait mieux qu'ils me laissent sur la table parce que je crois que je ne vais pas tomber sur un médecin. Je reviendrai vers vous dans quelques instants et puis nous allons tout faire pour que la machine de l'indemnisation se mette maintenant en route. Maître Fellonneau nous aidera dans ces démarches. Regardez attentivement l'enquête qui est menée par Sophie Prichodny. On est à l'hôpital où ma mère s'est fait opérer. Elle devait subir une opération bénigne. Elle en est ressortie 15 mois après, tétraplégique. Je trouve ça injuste. Si je savais qu'est-ce qui m'attendait dans cet hôpital, je ne me serais jamais mis les pieds. Hélène Janssen ne pouvait se douter qu'une petite douleur à l'épaule allait bouleverser sa vie. Au commencement, un simple courrier. Son médecin traitant la confie à un chirurgien pour une banale opération de l'épaule, une arthroscopie. L'intervention, bénigne, doit durer quelques heures. Le 29 juin 2000, Madame Janssen descend au bloc. 72 heures plus tard, elle se réveille en réanimation. J'ai ouvert les yeux, j'ai vu mon mari et ma fille qui étaient là devant. J'ai dit, mais qu'est-ce que je fais là? Après, je me dis, c'est un cauchemar. Là, j'essaye de voir mes jambes, j'essaye de voir mes bras, il n'y a rien qui bougeait. Madame Janssen se réveille tétraplégique. En urgence, le chirurgien l'opère une nouvelle fois, mais c'est encore pire. Toujours paralysée, Hélène est désormais dans un état critique. C'est un autre chirurgien qui lui sauve la vie. 3 opérations en 8 jours, une trachéotomie, la vie d'Hélène ne sera plus jamais la même. À ce moment-là, on s'est dit, il fallait rester sur le bloc. Parce que là, on sait que ça y est, c'est la fin. On va rester toute sa vie comme ça. Et
Et là, on est, comment vous dire, on est mort-vivant. Son état est irréversible, Hélène ne marchera plus. Commence alors un long voyage en enfer. 3 mois de réanimation, 15 mois en rééducation, Hélène connaît la douleur. Elle reste hospitalisée plus d'1 an et demi avec une seule question en tête. Quelle erreur le chirurgien a-t-il commis? Il ne m'a jamais donné aucune explication. Et à chaque fois que soit moi, soit mes enfants, qu'on lui posait une question, on disait que, il disait, c'est toujours la même réponse en disant que la moelle épinière de votre mère, elle était abîmée. Pour le chirurgien, les douleurs ne proviennent pas de l'épaule, mais des cervicales. Plus question d'arthroscopie. Sans avertir sa patiente, il choisit de pratiquer une autre intervention, beaucoup plus risquée, celle-là. Mais en opérant les cervicales, il abîme la moelle épinière de Madame Janssen. Alors pourquoi une telle prise de risque? Sabine, l'une des filles d'Hélène, obtient après 2 ans de lutte juridique une expertise médicale. Ça a été reconnu, écrit noir sur blanc, qu'il y a bien eu faute, erreur médicale et que si ma mère est dans son état actuellement, c'est bien la faute du neurochirurgien. Manque d'informations, opération désastreuse, conséquences catastrophiques, le chirurgien est déclaré totalement responsable de l'état de Madame Janssen. La famille d'Hélène, elle, n'a pas les moyens d'entamer une procédure contre l'hôpital. Elle espère un règlement à l'amiable avec l'assurance de l'établissement. À partir de là, on a dit elle va être indemnisée. Il va reconnaître sa faute, il va s'excuser auprès de ma mère, ce qui est la moindre des choses, après tout ce qu'il lui a fait endurer. Et malheureusement, c'est pas du tout ça qui s'est passé. On attend, on n'a pas du tout avancé et pourtant c'est reconnu. Car en effet, depuis cette demande d'indemnisation, l'assurance n'a pas daigné répondre, tout comme le chirurgien. C'est le silence total depuis plus d'1 an. Sabine, accompagnée de sa sœur, se rend en caméra cachée à l'hôpital. Premier objectif, demander des comptes au chirurgien. On voudrait voir le docteur. Je sais pas où il est. Il a changé de ville. Enfin bon, on va dire que c'était une fin de contrat, je sais pas pourquoi il est parti. Il s'est installé? Oui, il s'est installé. Mais il est où? Il est vers là-bas. Le chirurgien travaillerait donc dans une clinique privée. Consternée par cette nouvelle, Sabine décide d'interroger la direction de l'établissement. On voudrait savoir qu'est-ce que compte faire l'hôpital. Ils attendent que vous engagiez une procédure devant le tribunal administratif. Vous attaquez l'hôpital. Tout à fait, pour que la compagnie d'assurance... Voilà, tout à fait. En clair, pas de procès, pas d'indemnisation. L'assurance préfère se lancer dans une longue bataille judiciaire, une position difficile à admettre pour Hélène. On opère les gens et on les massacre comme on m'a massacré. Après, on leur dit rentrez chez vous. Il n'y a rien à voir, rentrez chez vous, faites ce que vous voulez. Alors les gens qui ont les moyens, ça c'est sûr, ils peuvent s'acheter, ils peuvent faire grandir leur salle de bain, leur toilette, acheter une voiture adaptée, mais moi j'ai pas les moyens. Malgré de nombreuses relances et des devis envoyés à l'assurance, aucune provision n'a été versée. Dès lors, il est impossible pour Madame Janssen d'effectuer des travaux. Sa maison est devenue sa prison. Seule pièce accessible avec son fauteuil, sa chambre et le salon. Je suis quelqu'un de vivant, mais je suis dans tout le corps, je suis morte. Parce que j'ai pas une vie maintenant, j'ai plus de vie. Vous voyez ma situation, c'est exactement comme à l'hôpital, quoi. Alors, en attendant que l'affaire se règle, voici le triste quotidien de Madame Janssen. Tous les matins, Patricia, l'infirmière, se débrouille comme elle peut pour les premiers soins. La salle de bain, on n'a pas de salle de bain. On fait la toilette dans la chambre avec une bassine. Voilà, c'est tout depuis bientôt 5 ans. Ce qui serait bien, ce serait une douche adaptée, qu'on puisse lui faire prendre une douche de temps en temps. Pas de douche, ni de toilette adaptée, pas de véhicule aménagé pour son fauteuil, alors les seules sorties d'Hélène s'effectuent en ambulance. J'ai 2 sorties dans la semaine. Le mardi, le jeudi, c'est tout. C'est tout, c'est les seules sorties où je le fais comme ça. Comment vous voulez pas devenir fou à la maison?
et que ça ne vous traverse pas l'esprit pour autre chose. Depuis cet accident, Hélène a peu l'occasion de s'échapper. La maison et ses 4 murs, l'ambulance et son trajet, toujours le même, et le cabinet de kinésithérapeute où elle est soignée plusieurs fois par semaine. De retour chez elle, c'est son mari qui prend le relais. Alors parfois Hélène se sent comme un fardeau pour sa famille. Ça sera impossible pour moi de les quitter et de laisser après tout seul ici. Et de mettre dans une maison de retraite ou quoi, oui, mais je ne ferai jamais. Oui, mais c'est moi qui te le demande. Ah non, même si tu me le demandes, je ne le ferai jamais. Parce que... Je le ferai jamais. Oui, mais moi, je veux dire, je veux pas... On a déjà parlé de ça, d'accord, mais jamais je le ferai, c'est tout. Toute la famille d'Hélène la soutient et l'entoure pour qu'elle ne craque pas. Le soir, Vincent, un infirmier, lui donne les soins qui lui permettent de rester digne. Demain, c'est la même journée qui recommence, les mêmes nuits qui attendent Fatma, tant que l'assurance ne réagit pas. Je craque le soir quand il n'y a personne. C'est la nuit. La nuit, pourquoi je craque? Parce que comment dire, je me vois quand j'avais mes jambes. Le reportage est signé Sophie Prichodny pour Sans aucun doute. On en revient donc toujours à la même histoire. La faute est reconnue, mais on va quand même aller au procès. Nous, on a de quoi l'assumer, ce procès. Si vous ne l'avez pas, eh bien, débrouillez-vous. Mais il faudra en passer par là, attendre des années parfois pour être indemnisé. Pendant ce temps-là, cette femme, eh bien voilà, ce quotidien-là, au lieu de se dire comment peut-on réparer cette faute pour qu'au moins elle ait un quotidien décent, une salle de bain adaptée, non, on la laisse comme ça aussi longtemps qu'il le faut. Elle a beaucoup de courage, hein, votre maman, vraiment. Moi, je la trouve admirable dans sa façon de réagir pour vous protéger. Et vous devez être fier d'elle quelque part, hein, dans cette épreuve. Mais c'est ça, vous percevez les choses comme je viens de les décrire, qu'on a l'impression qu'on vous dit, écoutez, allez au procès. Oui, c'est tout à fait ça. C'est... Monsieur, vous avez aujourd'hui l'impression également qu'on vous pousse à aller vraiment en justice en se disant que peut-être vous laisserez tomber avant? Ah non, pas du tout. Vous irez jusqu'au bout? Ah, on va jusqu'au bout, exactement. Il faut. Parce que c'est pas seulement pour elle, c'est pour tout le monde. Oui, Hélène, vous êtes là? Oui, je suis là, Julien. J'étais en train de dire à vos enfants que vous aviez énormément de courage, Hélène. J'essaie. Et c'est bien... Parce que grâce à eux, il y a mes petits-enfants que j'essaie de tenir. Sinon, ça fait longtemps que je ne serai plus là. Mais il faut continuer à se battre et on va tout faire pour vous aider, Hélène. Vous auriez aimé quand même qu'on vous donne un coup de fil, qu'on... Oh oui, surtout j'aurais aimé quand même au moins une lettre, au moins un petit mot d'excuse. Est-ce qu'on vous a, à aucun moment, on ne vous a informé de ce qu'on vous a fait lors des opérations? Pas du tout. La veille de l'opération, le chirurgien, il n'est même pas venu me voir. Je l'ai vu qu'au bloc, le lendemain, à 17h. C'est mes enfants qui lui ont demandé qu'est-ce qui s'est passé. Il leur a dit que c'était ma moelle épinière qui était abîmée. Ouais. Alors je me tourne vers le docteur Courtois. Une première opération, ça ne se passe pas comme on le veut, ça peut arriver. Hein. Les médecins, rappelons-le, ne sont pas des robots. Mais est-ce que dans ces cas-là, il faut tout de suite prévenir la famille en leur disant, ou cette dame, puisqu'elle était quand même consciente, elle a sa tête, voilà, je vais faire maintenant une opération beaucoup plus délicate, m'en donnez-vous l'autorisation? Oui, mais déjà, Julien, avant la première intervention, qui est une intervention grave, il fallait avertir des risques, puisque cette intervention est une intervention, on est bien d'accord, sur les vertèbres cervicales, où passe la moelle épinière, le risque est important. Si elle dit, écoutez, au vu de ce que vous me dites, je ne veux pas me faire opérer, qu'est-ce qu'elle risque au pire des cas? Elle n'avait pas besoin de se faire opérer, c'est ce que disent les experts. Elle n'avait rien du tout, elle avait mal à l'épaule. Donc les experts disent, d'ailleurs, a priori, il n'y avait aucun lien entre ce problème de l'épaule et ce problème cervical, c'est-à-dire une réduction du canal cervical où passe la moelle, si vous voulez. Il y a simplement une radiographie, et c'est sur simple radiographie que le diagnostic et l'intervention a été posé. Pour répondre à votre question, c'est sûr qu'après la première intervention qui avait entraîné cette tétraplégie, il fallait que le chirurgien aille voir la famille, c'est la moindre des choses, et dire, écoutez, voilà, il y a eu un problème,
au niveau de mon intervention. Il faut en faire une seconde pour essayer de libérer la moelle qui est en train de souffrir et qui explique cette paralysie. On va faire une deuxième intervention et en réexpliquant, Julien, les risques de la deuxième intervention. On pouvait améliorer, on pouvait aggraver. Alors, les expertises, vous êtes formelles, disent qu'il y a eu erreur. C'est une expertise judiciaire, donc c'est des experts choisis par le tribunal, experts près la cour d'appel. Et les deux experts, dont un neurochirurgien, sont formels. C'est très simple. Il y a une formule qui est parfaite, si vous voulez, dans la conclusion, c'est les erreurs et les fautes soulignées sont retenues à la charge des médecins du service d'orthopédie traumatologie. Donc ça veut dire qu'il y a des erreurs et des fautes, et la ligne d'après, c'est que ces interventions sont à l'origine de l'état actuel de la dame. On a donc une faute, on a donc un état pathologique, on a donc un lien direct et certain entre la faute et l'état de cette dame. Alors Nathalie, dans le déroulement des choses, l'hôpital a sa position, il n'y a qu'à aller au procès, on verra après, certes. Mais que peuvent-elles réclamer aujourd'hui? N'y a-t-il pas une autre solution que d'attendre ce procès qui risque de durer des années? C'est au tribunal administratif en plus. Exactement, c'est au tribunal administratif. Et moi, ce que je n'admets pas dans cette position, c'est que l'hôpital n'a jamais pris de position, même verbale, n'a jamais pris la peine de répondre à l'avocat de la victime, a fait ce qu'on appelle la politique de la carpe, c'est-à-dire je me tais et puis je verrai bien ce qui arrivera. On sait qu'elle n'a pas d'argent pour mener un procès et on en profite pour la laisser dans cet état-là, un état d'abandon qui est inadmissible. Alors aujourd'hui, il faut leur expliquer que c'est à eux de verser une provision immédiatement, aussi minime soit-elle, au moins pour qu'elle puisse se payer le service d'un avocat. Vous n'avez pas une vue complète de ce dossier, mais par rapport à votre expérience, puisque c'est aussi votre job que d'essayer d'aider les gens à se faire indemniser, combien peuvent-ils espérer? Cette dame ne peut plus rien faire. 24 heures sur 24, il y a quelqu'un à côté d'elle qui doit tout faire à sa place. Alors, ça a un prix, ça? La tierce personne, si vous voulez, c'est minimum 100 000 € par an. Et on lui doit, depuis le jour où elle est rentrée chez elle, depuis 2003. L'aménagement de domicile, l'aménagement du véhicule, le matériel, le fauteuil roulant, tout ce dont elle a besoin, ça se chiffre en centaines et en centaines de milliers d'euros, si vous voulez. Ce qui veut dire qu'une provision de plusieurs centaines de milliers d'euros serait décente. C'est tout ce qu'on peut dire. C'est obligatoire. Bien sûr. Madame, vous m'entendez toujours, Hélène? Oui, Julien. Vous avez besoin donc de quelqu'un 24 heures sur 24. Vous avez besoin aussi d'aménager votre appartement pour avoir une salle de bain adaptée, je suppose? Malheureusement, oui. Nous allons maintenant appeler l'hôpital où a eu lieu cette opération. La régie fait le numéro. Nous appelons donc l'hôpital dans lequel a été opérée Hélène. Le directeur, à notre surprise, ne connaît pas l'affaire. Il invoque un droit de réserve à l'égard de sa compagnie d'assurance et souhaite, quoi qu'il en soit, se pencher sur le dossier avant d'exprimer la moindre opinion. Nous convenons avec lui d'un contact ultérieur. C'est donc vers le chirurgien que nous nous tournons. Et il ne travaille plus dans l'hôpital en question. Il n'a pas non plus suivi le dossier. Julien Courbet l'informe de son contenu, s'interroge sur le fait qu'aucune indemnisation ne soit intervenue depuis 5 ans et demande des explications quant à son comportement face à Hélène, sa patiente. Le dossier rentre dans le cadre du service hospitalier et je dirais que je pense qu'elle peut en témoigner et vous le dire. Moi, j'ai toujours tout fait lorsqu'elle était hospitalisée pour que sur le plan administratif, la prise en charge se fasse pour cette dame. D'accord. Alors, est-ce que vous auriez l'extrême amabilité, docteur, de peut-être prendre le téléphone et d'appeler l'hôpital pour leur dire il faut faire quelque chose, il faut avancer dans ce dossier? Je peux très bien effectivement téléphoner. De toute manière, vu le fait que vous m'appeliez aujourd'hui, c'est la première réaction que j'ai eue. Alors, j'ai assez à mes côtés, si vous me le permettez, docteur, l'une de ces deux filles qui voudrait intervenir. Oui. Et moi, je dis que vous mentez. D'accord. Bon, voilà. Alors, est-ce que je peux avoir, s'il vous plaît... Moi, je dis que vous n'avez aucune conscience professionnelle. Attendez, moi, je regrette, je suis désolée, il faut quand même attendre que vous soyez médiatisé pour, à moitié, on va dire, reconnaître vos torts. Et encore, vous ne les reconnaissez même pas encore à l'heure actuelle, parce que l'opération, quand même, que vous avez fait à ma mère, en plus de l'opération de l'épaule, elle n'aurait jamais dû être faite, cette opération. On est dans une discussion, si vous voulez, qui, à mon avis, au niveau du téléphone, moi, je ne vais pas rentrer en détail. Mais c'est une discussion de sourds, mais c'est ce qu'on a toujours eu avec vous. Mais vous racontez n'importe quoi parce que quand on vous est en face de vous, vous tournez les choses en votre faveur. De toute façon, il n'y a pas moyen de discuter. Alors, vous ne savez pas. Mademoiselle, ce que je propose, docteur, c'est que la principale intéressée, quand même, a le droit de parler. Hélène, qu'est-ce que vous attendiez d'autre? Eh bien, écoutez, moi,
Personnellement, j'étais blessée. Il m'a jamais dit qu'est-ce qui s'est passé. Il m'a jamais demandé des excuses. D'accord. Et celui qui est venu vous voir tous les jours Vous lorsque êtes vous venu étiez, madame, en réanimation, vous a fait changer de service, et celui qui fait que vous étiez en rééducation, c'est pas moi non plus. Vous étiez toujours en vacances. Non, non, mais... J'ai pas dit que vous êtes pas Et quand venu il me fallait voir. vous voir, c'est nous qui prenions un rendez-vous. Attendez, je crois que... Jamais un mot d'excuse de votre part. Et ça, je trouve de votre part, c'est inadmissible. Alors, docteur, est-ce que vous contestez ça? La démarche que j'ai eue, si vous voulez... Je veux pas de la démarche, je veux un mot d'excuse. Écoutez-moi, je l'ai pas peut-être exprimé comme ça en disant je m'excuse, mais je crois que dans ma démarche de ne pas la laisser tomber et dans ma démarche de faire le plus possible pour elle, c'était moi, si vous voulez, ma manière de lui dire de m'excuser et de lui montrer que je la laissais pas tomber et que j'étais tout à fait conscient de la situation dans laquelle elle se trouvait. Si vous ne l'avez pas compris comme ça, je m'excuse, mais le fait que j'ai été là et que j'ai été toujours disponible, c'était pour moi une manière de vous prendre en charge. Et moi, ce que je vous propose, c'est que je téléphone dans mon service pour demander à ce que le nécessaire soit fait. Voilà, monsieur, ce que je peux vous proposer aujourd'hui. Et on se tiendra au courant dans le cadre de l'émission pour savoir si le dossier a avancé. Et je précise que j'admire votre position parce que vous nous parlez, ce qui n'est pas le cas de tout le monde en règle générale. Bien au contraire, vous ne fuyez pas. Et ça, c'est à mettre vraiment à votre crédit. D'accord. Au revoir. Au revoir, docteur. Merci beaucoup. Sabine, Nadine, Hélène, même si je comprends tout à fait quel est votre ressenti, je vous assure que c'est très rare quand un médecin accepte de nous parler comme cela. Ça, c'est déjà le premier point. Le deuxième point, il va donc appeler maintenant l'hôpital, puisque je crois que nos téléspectateurs ont compris qu'en fait, contrairement peut-être à certaines cliniques où un docteur lourd, quelque sorte, un bloc opératoire, et il a donc une responsabilité, là, c'est l'hôpital et l'assurance de l'hôpital qui doit payer et non celle de ce médecin. Le directeur de l'hôpital nous a justement rappelé. Il veut nous prévenir qu'un dialogue avec son assurance est ouvert au sujet du dossier d'Hélène. Nous le contactons sur le champ pour en savoir plus, notamment à propos des intentions de la compagnie d'assurance et d'abord une provision d'argent. Une provision de 50 000 €, notamment pour les aménagements de la maison. C'était la demande de Madame Janssen. D'accord. Ce règlement va intervenir maintenant, dans les jours qui viennent. Le règlement sera avant la fin de la semaine entre les mains des avocats, parce que le Bien sûr, tout à fait, c'est la voie. C'est la voie évidemment. Comment maintenant on peut avancer, maintenant qu'il y a cette provision qui va lui donner un petit peu d'oxygène, pour que ça se termine et pour vous et pour elle, avec une indemnisation qui soit classée? La transaction doit se faire entre l'avocat de Mme Janssen et l'avocat de notre assureur. Alors, ça c'est quelque chose... que nous suivons. D'accord, c'est quelque chose qu'on peut envisager se faire assez rapidement. Si tous les partis sont là. L'assureur m'a confirmé tout à l'heure son intention d'aller jusqu'au bout de la transaction amiable. Alors, je demande confirmation quand même à ces filles. On est bien d'accord que vous préférez une transaction plutôt qu'un procès, dans la mesure où cette transaction vous convient. Ah oui, tout à fait. Elles sont d'accord, donc on est bien. Monsieur le directeur, merci mille fois de votre diligence. Et je vous le dis sincèrement, j'ai pas l'habitude, j'ai pas bonne réputation de ce côté-là, mais c'est rare de tomber sur des gens aussi rapides et compétents. Donc il faut le dire quand c'est le cas, je vous dis bravo. En tout cas, on a vite travaillé avec notre assureur. Voilà, bonne soirée. Merci, bonne soirée, au revoir. Bien. Alors... Vous savez qu'au départ, quand on s'est un petit peu concerté pour lancer ce dossier, on n'espérait pas avoir une provision aussi importante. On s'était dit que si on pouvait démarrer par une provision de 20 000 € pour lancer la machine, ce serait formidable. Là, il y en a 50 000. Vous avez bien entendu, Hélène? Oui. Vous allez toucher tout de suite 50 000 €. Oh, d'accord? Ça, c'est que le début. Ne vous dites pas que c'est toute la somme. Oui, mais c'est grâce à vous. Peu importe. Ça, ce qui compte, c'est que vous allez avoir 50 000 €. Et qu'après, il va y avoir, je pense, une centaine ou plusieurs centaines de milliers d'euros qui vont venir. D'accord. D'accord? Oui. Mesdemoiselles, est-ce que déjà vous repartez un petit peu plus soulagées? Oui, tout à fait. Hein? On est ravis même. C'est vrai? Ah, oui. Ça fait tant d'années que ça dure et puis maintenant ça va pouvoir avancer les choses. Bon, on va donner la parole maintenant au papa qui est avec nous également. Donc monsieur, vous avez bien entendu, une première provision de 50 000 € pour commencer et l'argent va suivre après. Et c'est vous qui allez sûrement vous en occuper de la transaction avec l'avocat. Voilà, vous allez estimer une somme et puis après ça sera terminé normalement. Ah, certainement, je laisserai ça à ma fille qui a commencé. Oui. Il n'y a pas de problème. Et moi, je suivrai les travaux qui vont être effectués assez tôt pour
au moins un mois de travaux. Bon, parfait. Comme ça, elle n'aura pas besoin d'aller dans une maison de retraite, vous pourrez la garder à côté de vous. Et en comme même vous temps, l'avez promis. Et en même temps, bien sûr, on peut payer quand même l'avocat. Bien sûr. Comme ça, au bien moins, sûr, ils travailleront. bien sûr. On est d'accord, Hélène? Oui, mais comme je viens de vous dire, c'est grâce à vous, grâce à votre équipe. À vos filles, à votre mari. Infiniment. Bon, je vous fais de gros bisous, Hélène. Eh ben, moi, toute l'équipe. Merci beaucoup. Et puis, je vous fais un gros bisou et à toute l'équipe aussi. Et vous allez vous faire une super salle de bain, j'espère, hein? Ah oui, alors. Comme dans les films américains. Oh oui, Bon. oui, certainement. Un beau jacuzzi. Je vois, bah, parfait. Vous voyez, elle sait vivre. Elle sait vivre. Je... Il était beau mon jacuzzi là. Hein. Pardon? Depuis à peu près bientôt 5 ans, j'avais un beau jacuzzi à la maison. Ah oui, tout à fait. Il était superbe. Hein. Sophie, elle l'a vu, il était beau. Hein. Oui, oui, on a compris. Malheureusement, dans quelles conditions vous étiez obligé de faire votre toilette chaque jour. Ça va changer, voilà. ça allait. Encore quelques semaines, votre mari dit un mois. Et normalement, vous allez reprendre les joies du bain et d'une belle salle de bain, d'accord? D'accord. Eh bien, écoutez, je vous remercie infiniment. Et je dis bravo à votre équipe. Et à tous, et je vous dis merci beaucoup, 1000 fois merci. Gros bisous Hélène, à bientôt, bonne soirée. Je vous embrasse très fort, Julien, au revoir. Voilà, Sabine et Nadine, je vais vous laisser aller retrouver votre maman. On se tient au courant pour cette transaction et jusqu'au bout. Et je vous demanderai de revenir nous rassurer d'ici quelques semaines pour nous dire ça y est, la transaction est faite, on n'en parle plus, on peut passer à autre chose. Et encore merci. C'est moi qui vous remercie. Au revoir à toutes les deux. Merci monsieur. Si vous vivez la même situation, 0826 107 109. Grâce à l'émission, on va pouvoir voir notre maman sourire et c'est ce qu'il y a de plus important.